Placés en garde à vue après une interpellation, 13 jeunes Congolais, selon le gouvernement, ont trouvé la mort dans la nuit du 22 au 23 juillet dans le commissariat Chakona, situé dans le quartier Mpila, dans le 6e arrondissement Talanga. Et ce drame, vous le savez, a été au cœur des interpellations du gouvernement par l'Assemblée nationale et le Sénat le jeudi et vendredi dernier. En attendant donc toute la lumière qui sera certainement faite par la commission d'enquête annoncée par le ministre Zéphirin Mboulou, le décryptage et l'analyse de ce tragique dossier dans cette émission Presse Tribune. Aussi, les populations se plaignent parce qu'ils ont de plus en plus du mal à se voir délivrer le passeport ou la carte nationale d'identité. Qu'est-ce qui expliquerait cette situation? Tentative de réponse dans votre magazine Presse Tribune. Alors, pour parler de ces situations, nous avons donc le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Constant Otto. Il est acteur politique. M. André Léonard Mossamba, il est de la société civile, donc secrétaire général du PAGED. Nous recevons également en même temps le président de cette association qui est M. Gandounou Vanslas. Et depuis en ligne, donc nous aurons depuis Oyo, Ernest Dimi, vous le savez, chroniqueur politique chez les Patriotes. Merci messieurs d'être là et bienvenue. Merci, merci Serge. C'est donc parti pour ce nouveau numéro de votre magazine Presse Tribune et on se retrouve tout de suite. De retour sur ce plateau de Presse Tribune, on commence l'émission comme veut la règle. On va parler des faits d'actualité marquant la semaine pour nos invités. Et je donne la parole à M. Constant. Vous avez suivi l'actualité de la semaine. Quel est l'effet saillant selon vous? Merci Sergio. L'actualité de la semaine, je vais me permettre d'évoquer une situation qui est en train de friser le drame. C'est celle de l'érosion de Ngamakosso. Les populations de Ngamakosso sont inquiètes. Je ne connais aucun gouvernement dans ce monde qui ne fasse des actions qui ne soient pas portées dans le sens de l'intérêt de la population. Voyez-vous, l'érosion de Ngamakosso cause des sérieux problèmes aux populations qui y vivent dans ce secteur. On nous avait laissé entendre que ces travaux ne pouvaient pas se réaliser pour des raisons de pluviométrie. Donc il fallait attendre la saison sèche pour effectivement débuter ou commencer les travaux d'aménagement de cette érosion. Nous sommes au mois d'août, juillet finissant, nous allons aborder le mois d'août. Aucune action, aucune activité n'est entreprise pour la réalisation de ces travaux. Les populations sont très inquiètes. Les pluies ne vont pas tarder. Vous savez, avec le dérèglement climatique, c'est sûr que ce sera une saison anticipée. Et donc, je voudrais profiter de ce micro pour lancer un appel au gouvernement de porter un regard attentif à cette situation. Parce que nous allons vivre des drames. Alors la question, il faut d'ailleurs se rappeler, c'était aussi l'une des questions posées au gouvernement par le Sénat et le ministre de l'aménagement du territoire a affirmé que la volonté y est. Mais bon, il y a cette question des financements qui pose problème. Mais nous espérons que votre cri sera attendu parce qu'il y va de la vie des populations congolaises. Alors, nous allons donner la parole donc à Monsieur Léonard. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole et c'est un grand honneur que vous nous faites de prendre part à cette émission, nous exprimer. Bon, le fait marquant l'actualité, bon, ça m'est venu du coup. J'ai pensé à le retour de Jean-Pierre Bemba, par exemple, pour la RDC, hein, qui va certainement remettre en jeu ou bien bouger un peu l'échiquier politique là-bas pour les élections.
Et la position qu'elle a prise, bon, l'expression ou la déclaration, de se soumettre au choix, hein, s'il arrive que l'opposition congolaise, la RDC, RD congolaise, arrive à choisir quelqu'un qui pourra représenter toute l'opposition. Alors moi, ce qui m'a plu, c'est qu'il a déclaré qu'il pourrait se ranger derrière pour le soutenir afin de faire face à la partie adverse. Voilà. Merci beaucoup, Wenceslas. Ok, merci pour m'avoir donné la parole. Bon, moi, je me penche toujours du côté des sans-voix. Et le fait qui m'ont marqué cette semaine, c'est sur la police congolaise, surtout les pestes de Mukondo, qui, au quotidien, je ne sais pas s'ils font ils sont les policiers routiers, la manière qu'ils traquent les chauffeurs de bus et des pique-niques. Je ne sais pas, c'est Hop-Dop qu'on voit en plein jour. Hein. Ils rentrent, ils prennent parfois le volant, et on rentre à 4-5 dans un pique-nique et les chauffeurs sont mis dans les jaunes. Donc ça, je pense que les bavures de la police continuent à nous interpeller. Merci beaucoup, monsieur, pour donc vos faits d'actualité. On va donc entrer dans le vif de notre sujet. On va commencer par cette question qui a défrayé la chronique cette semaine. Sur les réseaux sociaux, on en a parlé. Et même entre nous, dans les discussions, il y avait que ça, vous le savez, ce drame arrivé donc au commissariat de Chakona. Et le ministre Mboulou Zéphera, le ministre de l'Intérieur, a été donc devant le Parlement pour répondre à une question lui posée sur la situation. On va commencer à écouter d'abord M. Zéphera Mboulou et on revient pour les analyses et décryptages. Je voudrais, au nom du gouvernement de la République, m'incliner devant la mémoire des victimes du drame de la nuit du 22 au 23 juillet 2018 et à cet effet adresser mes sincères condoléances aux familles éprouvées. Tout est parti le 9 juin 2018, quand à 19h, une de ces bandes tue M. Obongo Julien au quartier Congo. Pour répondre aux plaintes des parents et des populations agressées de façon récurrente, la direction départementale de la police de Brazzaville a entrepris durant une semaine un travail d'identification. C'est ainsi que le 21 juillet, la police de Brazzaville a lancé une opération d'interpellation de ces délinquants dans les zones précitées. À cet effet, 97 agents de police ont été engagés sous le commandement du chef de service départemental de la sécurité publique et secondé par le commissaire central de l'Artillerie, à essayer de rattraper tous ces délinquants. Cette opération a donné lieu à l'interpellation d'une vingtaine d'individus reconnus comme membres de ces groupes violents, dont 16 ont été placés en garde à vue au commissariat du quartier Pila-Chakona, où 13 d'entre eux y ont trouvé la mort dans la nuit du 22 au 23 juillet. Informé de ce drame, j'ai saisi l'inspection générale de la police nationale afin qu'une enquête administrative soit ouverte pour faire toute la lumière sur les dysfonctionnements qui sont causés dans cette tragique situation. De retour, vous avez donc suivi le ministre Mboulou. Le gouvernement confirme donc la mort tragique arrivée à de jeunes Congolais dans le commissariat de Chakona, ce qui était d'ailleurs pas clair dans les communiqués. On va se rappeler juste après le drame par le procureur de la République. Vous, quand vous avez écouté le ministre affirmer cela,
vous vous êtes dit, là je pose la question d'ailleurs aux membres de droits de l'homme, notamment Vanislas, vous vous dites, ça y est, c'est bien, on est maintenant confirmé, il n'y a plus de polémique sur la question. Effectivement, M. Sergio, quand nous avons reçu l'information sur les drames qui s'est produit en Pila, au commissariat de Chakona, ça nous a tous interpellés. On s'est posé 1000 questions, on est arrivé sur le terrain pour vérifier la véracité de la situation. Et quand on écoutait la déclaration du ministre de la Communication et du procureur de la République, ça, nous avons compris qu'il y avait un souci. Il y avait un souci, donc la police n'est pas contrôlée. La police n'est pas contrôlée, la police se permet de faire ce qu'elle veut. Voilà, donc déjà, vous voyez, toute interpellation obéit à un certain principe. Il y a des règles. Et il doit y avoir les procès-verbaux d'interpellation. C'est suite à ces procès-verbaux qu'on peut déterminer ce qui s'est passé pendant l'interpellation. Donc on comprend que le procureur de la République n'a pas été saisi de cette intervention sur le terrain. Donc il n'était pas informé qu'il devait y avoir une telle opération de la police sur le terrain. Donc il est surpris qu'il y a eu des gens qu'on a tassés qui sont... Non, mais ça, on va y revenir. Il ne s'agit pas de la surprise, parce que si on suit bien, le ministre Mboulou a d'abord établi le contexte. Le contexte, c'est que c'est suite au décès tragique, donc le 9 juillet dernier, au quartier Nkombo, d'un certain Ombongo Julien, voilà, donc, dans le quartier, dans le zone de Kaunga, au lycée Thomas Sankara, que la police a mené une opération, et cette opération donc s'est soldée par l'interpellation de ces jeunes gens, et qui finalement seront conduits dans le commissariat de Chakona. Mais moi, la question que je veux poser à M. Otto, juste après, on a suivi M. le procureur de la République qui a fait une déclaration, mais donnant un autre contexte. Il nous parlait d'une rixe qui serait soldée par la mort de ces jeunes gens. Le ministre de la Communication, Thierry Mungala, est passé sur RFI et il nous donnait une histoire un peu semblable à celui donc du procureur. Et finalement, le ministre Mboulou nous parle bien du commissariat du Chakona, d'où seraient morts ces jeunes gens. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un problème de coordination au niveau gouvernemental? Merci Sergio. Permettez que, avant de me lancer sur cette question, que je puisse exprimer toute la compassion à ces parents éprouvés. Je me sens concerné parce que je suis un père de famille. Vous l'avez sûrement compris, et je comprends même l'intelligence de votre question. Il y a eu un déficit de communication grave. Et je suis même persuadé que le ministre de l'Intérieur, M. Zéphirin Mboulou, a tiré les leçons. Je dis qu'il y a eu déficit de communication parce que lorsque nous avions écouté le porte-parole du gouvernement, je vous assure, personnellement, j'étais dérangé. J'étais dérangé parce qu'on ne pouvait pas traiter des bandits comme ça. Ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants. Ils ont commis des erreurs, ils ont fait des bêtises. Mais à cette hauteur, traiter des bandits, des âmes que nous venons de perdre, et dans quelles circonstances, je vous assure, je ne veux pas utiliser des mots, mais c'était à la limite... bon, j'ai dit je ne veux pas utiliser des mots. J'étais choqué, moi, en tant que père de famille, me mettant à la place des parents qui ont perdu leurs enfants. Mais je vous assure que j'étais très rassuré lorsque j'ai écouté le ministre de l'Intérieur, qui, à mon avis, a repris la communication de cette affaire et m'a, personnellement, je dis bien, convaincu que les responsables seront connus et cette question va être tirée au clair. Alors, selon vous, est-ce qu'il s'agit là d'un déficit de communication ou bien une volonté de pouvoir maquiller la réalité? J'abonderai dans le même sens que monsieur tout à l'heure. Déficit, oui, je peux confirmer, hein, un certain déficit. Mais on a été vraiment beaucoup indignés. Parce que ça ne répond pas au rang d'une telle personnalité. Vous voyez,
Et comme m'a dit monsieur, ça choquait et nous étions trop indignés. Vous voyez, des âmes, bon, ils sont pas nés Koulouna ou ils sont pas nés bandits. Alors, revêtir cette étiquette peu honorable, c'est peut-être une conséquence d'un certain manque, je dirais une délinquance ou quelque chose comme ça. Alors, on pourrait dire que, bon, c'est les parents qui sont fautifs, mais l'État aussi a sa part de responsabilité. D'accord. Dimi, qui est, je reviens à vous, je vais donner la parole sur la question de ce qui a paru comme un déficit communicationnel avec des affirmations, je vais dire, pas coordonnées au niveau donc, du gouvernement. Ernest Dimi, vous également, vous avez suivi monsieur le procureur et vous avez suivi le ministre Thierry Mungala et finalement on a suivi donc le ministre Mboulou. Vous aussi, vous avez ces sentiments d'un déficit de communication ou quelque part une volonté de maquiller la réalité? C'est d'abord, Sergio, d'abord merci de votre appel. Moi, je crois que le ministre Mboulou ne voudrait pas faire les sensationnels. Il sait déjà que cela a valu des représailles au ministre Boao à l'époque sur le drame du 4 mars, parce que le ministre Boao était parti sur le plateau avec le ministre Mboulou, mais c'est lui qui avait effectivement parlé un peu de manière hâtive, alors que tout le monde savait ce qui s'était passé, et le ministre Boao, qui avait donc donné des explications tout en rassurant les gens de ce qui n'était pas la vérité, alors a fini par susciter la colère non seulement des citoyens, mais aussi la désapprobation, y compris de ses propres collègues du gouvernement et même l'indignation au niveau des défenseurs des droits de l'homme et de la communauté internationale. La finalité a été que, voilà, pour essayer un peu de le mettre dans les oubliettes, il a été déguerpi du gouvernement quelques mois après. Donc le ministre Mboulou, oui, il a tenu d'abord à s'assurer de la véracité des faits et de la façon dont ils se sont produits. Et vous avez dit vous-même que le ministre Mungala, qui est parti un peu aussi très vite, ne s'est pas entouré d'assez de précautions pour donner des chiffres qui se sont avérés inexacts, et ce qui a essayé un peu de reposer la même question au niveau des citoyens. Est-ce que nos gouvernants cherchent-ils à nous induire dans des erreurs ou réellement ils n'ont pas assez d'informations? Or, nous savons que bien avant que le porte-parole du gouvernement ne passe sur les médias, tout le monde, en tout cas ceux qui cherchent l'information comme Dimi Ernest Blanchard, avait déjà été au courant qu'il y a effectivement 13 morts au commissariat de Chakona, mais dans des circonstances qu'il fallait plutôt chercher à élucider. Et on a essayé un peu de vérifier nos sources qui nous ont confirmé bien avant que le ministre passe sur les médias étrangers. Alors on était au regret donc de le constater, mais qu'à cela ne tienne, je crois que mieux vaut tard que jamais. Le ministre Mboulou a donné la vraie information avec les chiffres précis. Alors, et ça pose toujours l'éternel problème de la coordination de la communication gouvernementale. Qui dit quoi et qui fait quoi, quand, où et comment? Parce qu'au risque de répéter les mêmes erreurs que l'on décrit depuis des années, on risque de faire croire à l'opinion que les dirigeants congolais ne prennent pas trop de temps pour vérifier les informations avant de les mettre sur la place publique. Je crois qu'ils sont entourés des professionnels de la communication, qu'ils ont des conseillers et des attachés qui leur donnent des conseils, qui leur prodiguent des conseils avant de prendre la parole en pareille circonstance, surtout quand la situation risque de dégénérer au cas où elle est mal gérée ou mal maîtrisée. Donc voilà, Sergio, ce qui justifie pour moi le retard pris par le ministre Mboulou pour communiquer les vrais chiffres et les informations exactes telles que cela s'est passé le 23 dernier au PSP de Chakona. D'accord, merci beaucoup Ernest Dimi. Mais revenons quand même dans le propos du ministre. Il a bien reconnu donc la mort de ces 13 jeunes, mais la cause de leur et le lieu de cette mort, c'est-à-dire que dans les geôles du commissariat donc au niveau de Chakona, mais les causes ne sont pas élucidées. Mais
si vous avez suivi le dossier, vous le suivez d'ailleurs, l'OCDH, selon l'OCDH, ces morts, ça peut aussi être dû à une bavure policière qui n'est pas à exclure. Et maintenant qu'il y a une enquête, en attendant, comme les causes ne sont pas élucidées, donc on ne peut pas exclure également qu'il s'est produit une bavure policière. Je pense que nous nous faisons confiance, comme nous avons, comme vous le dites, hein, le CDH c'est un partenaire aussi. Alors nous sommes contents qu'il y a une ouverture déjà d'enquête judiciaire hein, qui est en cours et on sera bien édifié après, je pense. Alors, confiance. Oui, on sera bien édifié, mais alors il y a aussi, je vais donner la parole en ligne, Ernest Dimi qui est toujours avec nous, mais bon, le non-dit sur les causes réelles jusqu'ici de ces jeunes alimente des polémiques. On le voit sur le net, une sorte de récupération aussi. Est-ce que vous ne craignez pas que si l'enquête ne va pas vite pour donner des vraies causes et que cette polémique continue et puis on assiste à une sorte de récupération politicienne de ce drame? Sergio, vous savez qu'au Congo-Brazzaville, hein, il n'y a pas de situation anodine. Tout est politique et tout est politisé chez nous. Croyez-vous que parmi les victimes, alors, si c'était les bébés noirs ou les bébés noirs présumés ou des voyous présumés que la sécurité publique était en train de traquer pour justifier, soit pour relâcher ou emmener chez le procureur, alors qui savait qui était de la majorité, qui était du centre et qui était de l'opposition? Vous savez, nous sommes dans un pays où les politiciens qui n'ont rien à proposer aux citoyens, qui n'ont rien à dire de concret, sans programme, en réalité sans ambition et sans humanité devant la part du gain qu'ils poursuivent, alors sont obligés de chercher la moindre étincelle pour essayer un peu de faire dire qu'ils existent, notamment à travers les réseaux sociaux. Nous les lisons tous, hein? On sait même derrière les faux profils qu'il s'agit de tels politiciens ou de tels politiciens. Alors, il s'agit, oui, des gens bien connus, alors qui ont toujours tendance à essayer un peu de dramatiser ou d'insinuer dangereusement des situations sociales que tout le monde regrette. Moi, j'ai suivi la déclaration de la Fédération congolaise des droits de l'homme, oui. Elle a fustigé, par exemple, la version des faits donnée par le ministre de la Communication. Et là aussi, je crois que ça donne l'impression que du côté de la majorité ou du côté du pouvoir, alors chacun peut être tenté d'essayer un peu de tirer l'information du côté ou le commentaire du côté qui va le servir, qui va lui servir de mieux. Parce que quand des gens meurent, alors que de savoir, que doit-on faire de ceux qui souffrent encore, que doit-on faire pour que cela ne se reproduise plus? Non, on se met dans les commentaires, on se met à accuser les gens, à prendre des fausses photos, à publier, et des gens qui sont censés diriger le pays ou bien censés succéder à ceux qui dirigent actuellement. Ça laisse toujours croire, comme je l'ai déjà dit, qu'à Brazzaville, notamment au Congo-Brazzaville, nous n'avons pas des hommes d'État en réalité. On n'a que des politiciens qui ne font que là pour calculer les petites situations afin d'accéder à la marmite collective qu'est l'État et pour décider en finish du sort des autres, en réalité pour se servir. Donc, ça n'étonne pas. Vous avez suivi le 4 mars 2012, c'était les mêmes réactions. Chacun allait dans son sens, sans savoir à vérifier même sur le terrain. Même celui qui est à Brazzaville, qui a vécu le fait, qui est lui-même victime, n'a encore rien dit, c'est ce qui s'est passé. Mais vous voyez, celui qui est à Paris intervient déjà. Celui qui est à l'intérieur du pays intervient sans avoir le fait. Alors, ils essaient soit de noircir ceux qui sont aux commandes, soit de noircir ceux qui sont à l'opposition, qui veulent également instrumentaliser. Donc c'est un jeu, oui, c'est un jeu auquel les politiciens congolais ont habitué la population. À chaque fois qu'il y a une situation dramatique, alors chacun cherche à vérifier, à tirer la couverture du côté qui va lui servir de mieux, soit pour susciter la colère de la population vis-à-vis de ceux qui gèrent, ou soit pour susciter effectivement la haine de la population vis-à-vis de ceux qui sont à l'opposition. Mais quoi qu'il en soit, les uns et les autres ont fini par découvrir la vraie réalité, que ceux qui disent des informations sur les réseaux sociaux par rapport à ce qui se passe dans le pays, dans la plupart des cas, c'est des chasseurs de primes qui ont trouvé les réseaux
réseaux sociaux comme des moyens pour régler les comptes de leurs adversaires politiques. Donc ça n'a rien à voir avec la réalité sur le terrain, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe au Congo, et c'est là où les journalistes que nous sommes devront jouer notre rôle réel. Vous savez, je vous l'ai dit Sergio, j'étais parmi les premiers, je crois les tout premiers, à avoir cette info et à le mettre à la disposition du public, qu'il y aurait, c'était même conditionnel, qu'il y aurait 13 morts. Alors, au PSP de Chakona, et le temps de vérifier et de confirmer, je crois que ceux qui sont mes amis dans certains groupes de réseaux sociaux ont quand même eu cette information, et il y en a qui l'ont fait sur de la même façon, et je crois qu'ils ont compris que de 13 morts que j'avais énoncé le jour-là, et jusqu'à aujourd'hui confirmé par le ministre Mboulou, je crois que ça donne aussi une certaine crédibilité aux informations que nous donnons. Merci Ernest Djimi. Alors, Monsieur le Président, vous êtes donc, vous offrez des assistances aux personnes qui ont des problèmes avec la justice. Cette question vous intéresse. Et le ministre a annoncé quand même des conséquences qui sont tombées. Il y a eu la suspension du commissaire de ce commissariat. Et selon vous, cette mesure préventive va dans le sens de pouvoir permettre que la lumière soit faite sur la situation? Effectivement, M. Sergio, déjà la réaction du ministre, ça nous intéresse beaucoup. Et pour les victimes, on regarde avec les familles qui ont perdu leurs enfants dans cette affaire-là, comment est-ce qu'on pourra les apporter assistance. Et aujourd'hui, le commissaire de Chakona est suspendu. Ben, on attend le résultat de l'enquête, comme on a dit tout à l'heure, et que nous pensons que la responsabilité incombe même dans toute l'administration de la police, pas seulement le commissaire de Chakona. Donc on attend, en faisant confiance au ministre de l'Intérieur, et donc on demande aux parents qui ont perdu leurs enfants, qu'ils viennent, qu'on regarde ensemble comment est-ce qu'on peut saisir la justice d'une manière collective. Donc on porte une plainte collective. Constant, pour vous, c'est dans la bonne direction? Déjà, ces mesures conservatoire. Ah oui, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais rassuré par l'intervention du ministre de l'Intérieur au Parlement, et j'ouvre une parenthèse que je vais très vite refermer, c'est de souligner le comportement des députés, l'interpellation. Et je vous assure qu'au jour d'aujourd'hui, on sent un nouveau souffle, même si ça paraît un peu timide, mais au moins, le Parlement a pris la responsabilité d'interpeller le gouvernement sur cette question. Et il a été même envisagé, sollicité, souhaité par les députés, la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Ce qui est extraordinairement une avancée, je n'hésite pas à le dire, une avancée dans le fonctionnement des institutions de notre nouvelle République. Je vous dis encore que je suis rassuré par les propos du ministre, et je suis sûr, au regard de l'importance qu'accorde le ministre de l'Intérieur sur cette question, sur son intervention, je vous assure que les résultats de cette enquête ne vont pas tarder. Et cette mesure que vous avez qualifiée de conservatrice va dans le bon sens. Mais vous ne pensez pas qu'il fallait aller un peu plus loin? Même les éléments qui étaient à la garde ce jour-là ne pouvaient pas justement, puisque le ministre a parlé d'une enquête qui est en cours, donc n'entravons pas, attendons ce que cette enquête va donner, parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas anticiper sur cette question. Mais, Sergio, c'est qui aussi a souligné. Et, voyez-vous, on a l'impression que les leçons nous viennent toujours de l'extérieur. Cette affaire a été révélée par qui? Par une radio périphérique. Quand bien même que nous avons des chaînes. Non, mais pas forcément, parce que peut-être que cette radio a la vitesse de donner les informations. Le ministre... il faut qu'on se le dise aussi à un moment donné. Je vous le permettrai pas. Pardonnez-moi de vous faire cette observation. Parce qu'il faut bien dire que nous avons été présents, et moi je peux même dire que nous pourrions être parmi les chaînes qui ont été aussitôt alertées par la situation, arrivées sur terrain. Mais nous avons des deadlines pour la diffusion de l'information. Une radio périphérique, donnez-nous avoir des formations. Informez-nous, Sergio, informez-nous. Nous, on l'a pris par cette chaîne que je ne veux pas citer le nom pour ne pas faire la publicité. Informez-nous, Sergio. Le ministre réagit par rapport à cette
le porte-parole du gouvernement réagit à cette information qui est sortie de cette radio périphérique. Donc vous voyez, alors que nous avons quand même des journalistes d'investigation dans ce pays, nous avons des chaînes locales, privées, publiques, mais qui a mis cette affaire au grand jour, qui a sorti cette affaire? Mais c'est là aussi. Mais non, Sergi, c'est peut-être vous. Il y a eu des journalistes qui ont aussi à communiquer par les réseaux sociaux. C'est de voir. Bon, ça c'est un autre débat. On va revenir. C'est important de le souligner. On va rester maintenant sur les faits. Alors, est-ce qu'il n'y a pas à décrier également, parce que les gens interpellés, selon vous qui êtes d'ailleurs les organisations de droits de l'homme, certainement vous suivez ces dossiers, il y a des gens qui parlaient des arrestations à la volée ou des enfants même écoliers qui ont été pris juste parce qu'ils ressembleraient au Koulouna. Selon vous, cette manière, est-ce que c'est professionnel de faire? Est-ce qu'il y a aussi à redire sur cette manière d'appréhender les criminels par la police? Monsieur Stanislas. Bon, mais vous savez, c'est comme je venais de dire tout à l'heure, les problèmes d'arrestation au Congo, les arrestations sont presque arbitraires. Tout le temps, c'est arbitraire. Parce que vous voyez, l'intervention, les brigades d'intervention, ils ont leur prison à eux. Alors que quand on interpelle, on dépose, on amène les appréhendés dans un commissariat, on les soumet au service de la police judiciaire. C'est là où on qualifie les faits et on renseigne le procureur de la République. Mais non, mais dans un commissariat aujourd'hui, les gens sont pas arrêtés, ils sont séquestrés. Et on les vend au nom d'argent. Les parents viennent pour négocier leur liberté qui sont conditionnés par de l'argent. Donc, du coup, on comprend que la police n'est pas contrôlée. Les arrestations sont arbitraires. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, récemment, le procureur de la République avait fait une sorte de ronde dans les différents commissariats et les postes de police pour fustiger cette manière de garder les gens au-delà de loi de la République, c'est-à-dire une garde à vue ne peut pas dépasser 48 heures, mais on voit bien des gens qui y restent une semaine, 2 mois, comme ça, et même les conditions dans les détentions, c'est vraiment presque inhumain. Mais pourquoi, selon vous, cette situation a perduré ou continue de perdurer? Oui, Sergio, moi je pense que nous sommes là sur une question, un problème sérieux, sensible et dur à accepter. Je sollicite que nous ne puissions pas le survoler comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On parle de quoi? Nous parlons de 13 enfants, de nos enfants, je dis bien, qui sont décédés dans des circonstances que nous ne connaissons pas encore exactement. Et je ne voudrais pas trop m'étendre là-dessus parce que je fais confiance au gouvernement. Quand j'ai écouté le ministre de l'Intérieur hier, une enquête est enclenchée. Attendant, mais je suis sûr, à entendre le ministre de l'Intérieur et à voir le temps qu'il avait, qu'il a pris cette affaire, qu'il prend cette affaire très au sérieux. Et je pense même que les résultats de cette enquête ne vont pas tarder. Mais Sergio, il faut souligner que cette affaire est révélatrice des graves dysfonctionnements de notre pays. Ça soulève la question de l'échec de nous, parents. Ça soulève la question de l'échec de la société. Ça soulève la question de l'échec de l'État. Je me souviens de mon enfance qu'il existait dans ce pays des centres de rééducation des jeunes. On appelait ça le VACO. Quand nous étions des gamins, dès qu'un parent te parle de l'UVACO, tu es tout de suite effrayé. Mais ça montre que nous, parents, nous avons démissionné. C'est une démission. Que la société, mais ces enfants-là, quand ils agissent, mais ils ne viennent pas cagouler, ils ne viennent pas masquer. C'est des enfants qui agissent à visage découvert. Nous les connaissons, ce sont nos neveux, nos cousins, nos petits frères, nos enfants que nous connaissons. Il y a un problème, il y a une sorte d'ormeta sur cette affaire qui aujourd'hui commence à attirer l'attention des gens parce qu'aujourd'hui on parle de mort. Donc il y a cette responsabilité sociétale. Il y a la démission de l'État, j'ai dit tout à l'heure. Même les bandits ont des droits. Même les bandits ont des droits. Ils sont morts où?
dans un commissariat. Parce qu'on pense quand même que lorsqu'on est arrivé dans un commissariat, c'est un lieu de sûreté et de sécurité. Y trouver la mort pose un problème. Pose un problème. Et j'ai apprécié la clarté du ministre quand il a reconnu effectivement qu'il existe des dysfonctionnements. Qu'il y a eu des dysfonctionnements de la chaîne pendant toute cette opération, mais qu'il faut qu'on tire cette affaire au clair. Nous attendons impatiemment les résultats de cette enquête. On va parler de ces dysfonctionnements, d'ailleurs, que le ministre a souligné. D'ailleurs, sur cette question, vous l'avez suivi, cette affirmation faite par le ministre Zéphirin Mboulou, qui a dit, d'ailleurs, pour le ministre, cette tragédie, la tragédie dont on parle, ce n'est pas seulement dû à un grave dysfonctionnement dans le système de surveillance des prisonniers en garde à vue. Elle pose surtout, a-t-il poursuivi, un vrai problème structurel dans la nomenclature du personnel ainsi que des manques de locaux construits dans le norme des commissariats. Donc un défi à relever. Selon vous, quand on voit la situation ne date pas d'hier, hein, ce que dit le ministre Zéphirin Mboulou, ça ne date pas d'hier, mais si ça reste jusqu'à présent un défi, est-ce que cela traduit pour vous un manque de volonté ou pour vous, c'est peut-être on doit profiter de cette situation pour y pencher réellement? On serait tenté de le dire, il manque de volonté. Alors, on peut se poser une question, combien d'éducateurs spécialisés on peut compter à Brazzaville ou dans tout le pays, le Congo? Voilà, donc cette question, elle résume un peu tout. Je pense que si on se réfère à ce qui se passe un peu en Europe, pour récupérer ces genres de jeunes qui sont un peu délinquants, etc., l'État a un ministère d'Affaires sociales. Et là, je ne sais pas si au Congo, nous avons une école spécialisée pour la formation d'assistants sociaux. Il n'y en a pas. Ils ont un grand rôle à jouer pour ce genre de problème. Voilà. D'accord, Ernest Dimi, selon vous, les dysfonctionnements décriés par le ministre Zéphirin Mboulou devraient normalement passer par une sorte de réforme, notamment de la police. Je crois qu'au stade où nous sommes, tout le monde est d'accord avec nous que la crise qui traverse le Congo, c'est une crise pas seulement financière. Les gens s'attardent sur la crise financière, c'est parce qu'elle frappe un peu de manière fatale tout le monde à des différents degrés. Et tout le monde s'est inclus, c'est sûr ça, mais la crise est générale et elle est profonde, comme le dit tout le monde, hein, ceux qui au moins observent un peu de loin la situation du Congo-Brazzaville. De la crise financière, il y a la crise politique, il y a la crise morale, il y a la crise... Alors, si de telles situations arrivent dans la force publique, notamment de la police, ce n'est pas seulement parce que... les gens, les policiers sont mal formés ou ne connaissent pas ce qu'ils doivent faire dans les cas de la traque du grand banditisme ou de la sécurisation des populations. Mais c'est plutôt, il y a un déficit terrible au niveau de la maîtrise des techniques de maintien d'ordre. Et puis, il faut dire, hein, il faut le dire clairement, de la négligence de la hiérarchie, des autorités qui sont chargées effectivement de la mise en œuvre de l'art de la sécurité publique. Parce que vous ne pouvez pas, Sergio, dire que l'ouverture d'une enquête, on sait comment les enquêtes terminent dans ces pays, si elles ne sont pas liées à la déstabilisation de la sécurité intérieure de l'État, on sait comment toutes ces enquêtes terminent. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont écroués depuis longtemps, mais qui sont là sans procès et leur enquête, on n'en parle même plus. Donc moi, je crois qu'il faut aller au-delà de l'enquête. Et si enquête il y a, je suis d'accord avec la proposition faite par la Fédération congolaise des droits de l'homme qui demande qu'elle soit menée de concert avec tous les services techniques assistés des observateurs impartiaux que sont les défenseurs des droits de l'homme, que sont la société civile et autres, pour éviter que l'enquête soit biaisée et que les responsabilités qui doivent être établies au niveau des personnes haut gradées ou des barons du pouvoir, alors ne soient pas établies de peur de la menace de la sanction qui pourra tomber. Donc je crois qu'il faut aller au-delà de l'enquête, il faut aller jusqu'au bout
dans les châtiments des auteurs d'un tel acte, parce qu'on sait que dans un pays à fort taux de mortalité qu'est le Congo-Brazzaville, alors toute vie qui part, qu'on abrège ou qu'on pousse vers l'arrêt de manière brutale et impromptue, je crois que est une mort de trop. Il faut donc tout mettre en œuvre pour que les responsabilités soient établies, pour que chacun réponde de ce qu'il a dû faire ou de ce qu'il aurait dû faire. Parce que dans ce pays, vous savez, Sergio, à chaque fois qu'il y a un problème, tout le monde est dans l'émotion et on fait tout à la fois pour au finish ne rien faire par la suite. Vous avez suivi aujourd'hui que l'histoire du 4 mars, en réalité, ce n'est pas fini. Les populations sont là, elles meurent et plus personne ne suit les dossiers alors qu'elles ont perdu les maisons, tout ça. On croit que les enquêtes chez nous ont déjà donné ce qu'elles donnent comme résultat et il faut donc dépasser ces enquêtes et il faut réprimander les auteurs des actes s'ils sont réellement connus, mais à la suite d'une enquête bien menée et non pas d'une enquête à la va-vite comme on le voit dans certaines affaires. Merci Ernest Dimi. On va rester toujours dans cet état d'esprit, c'est-à-dire de voir après, parce que ce qui est arrivé est arrivé. On parle de dysfonctionnement, ce qui est une vérité avérée. Mais là, il faut agir, et comment agir, et agir vite, n'est-ce pas pour vous, Otto? Justement, je pensais à une idée qui a traversé ma tête pendant que vous évoquez cette question. Mais tiens, mais pourquoi ne pas, par exemple, ces jeunes qu'on appelle les bébés noirs, pourquoi ne pas les envoyer dans des centres de formation militaire? Question de les redonner un peu, remettre leurs esprits en place. Pourquoi, par exemple? Parce que dans l'immédiat, aujourd'hui, avec la situation financière actuelle, on ne peut pas penser la création des centres de détention civique. On ne peut pas penser parce que financièrement, on ne peut pas le faire. Mais est-ce que ne serait-il pas possible de prendre ces jeunes, l'État les prend et les envoyer dans des centres de formation à Makola, par exemple, humaniser tout simplement les gardes à vue dans les commissariats, ça ne demandera pas grand-chose. Oui, mais justement. Par exemple, ne pas garder plus de personnes indiquées, ça ne demandera pas grand-chose. Oui, mais Sergio, vous savez, la prison, c'est pas toujours... on n'en sort pas toujours façonné. On n'en sort pas toujours façonné. Il y a des moments où parfois la prison, ça déforme même votre structure mentale. Mais moi, j'ai pensé à ces centres, au centre de formation militaire, juste pour montrer aux enfants que ce qu'ils font, c'est pas bien. Vous savez comment la formation militaire, ça se passe. Une fois ces enfants, les esprits revenus en place, on peut les réinsérer dans des structures de formation, dans des écoles de formation, qui, si ces écoles peuvent exister dans les centres de formation militaire, ils apprennent des métiers, et puis je suis sûr qu'au sortir de là, il peut y avoir un déclic. Mais vous savez, Sergio, même en France, nous entendons les djihadistes qui vont poser des bombes, mais quand ils reviennent dans leur pays d'origine, ils ne sont pas tués, ils ne sont pas... Qu'est-ce qu'on fait? On essaie un peu de les déradicaliser. Oui, d'accord, mais là, vous êtes sur le fait de déradicaliser les enfants. Mais moi, je parle plutôt de l'aspect carcéral de la chose. Parce que tout est parti de là. Ils ont été gardés quelque part et nous connaissons le résultat. Le président, par exemple, du PAGED, est-ce que ce n'est pas l'occasion d'un plaidoyer pour plus de financement, peut-être de la police, pour qu'ils aient des moyens? Par exemple, les interpellations qui se font par BJ. Tout le monde voit à Brazzaville qu'on interpelle quelqu'un pour des faits parfois banals, mais il est mis à même le sou de la banquette. Voilà, banquette, on ne sait pas, tout peut arriver. Et cela, c'est humainement pas pensable. Est-ce qu'on ne peut pas peut-être prendre déjà des mesures d'interdiction, ces genres d'interpellation, ou ne pas permettre d'avoir dans un commissariat plus de gens et une histoire, je ne sais pas, là j'imagine, est-ce que cela, en attendant qu'on construise ou on amène quand même des toilettes décentes dans ces gardes à vue, parce qu'il faut se rappeler, il n'y a pas de toilettes internes, et les gens qui sont là-bas, ils font tout sur place, dorment à même les sols, c'est des choses qui peuvent se régler, non? Bon, moi je pense que dans le cadre des centres de rééducation,
Dire quand ceux qui sont déjà majeurs, qui commettent des bavures, quand on les arrête dans les conditions requises par la loi, on les disperse. On peut en garder certains ici à la maison d'arrêt, des Brazzaville, d'autres à Oyo. Quelqu'un, quand tu pures sa peine, au moins 2 ans, la loi, il répond à ses actes qu'il a commis. Je pense que 2 ans après, quand tu sors de là, quelqu'un peut changer de comportement. Mais c'est les mêmes personnes, les mêmes Koulouna, qui sont les amis des policiers. Ils sont ensemble, là, ils prennent des chambres ensemble, ils restent ensemble. Quand on les arrête, on les entasse. Après, c'est quoi? C'est chaque parent qui vient payer l'argent pour sortir. Nous, le droit de l'homme, non, c'est pas qu'on n'interdit pas la police de faire son travail. Non, non, non. Nous, nous demandons à la police de faire bien son travail. D'où un plaidoyer. Voilà, de plus faire de moyens bien au niveau son de la travail, police. de respecter la procédure, respecter la loi. Parce que quand on fait quelque chose qui est hors la loi, on devient hors la loi aussi. D'accord. Mais monsieur le ministre a également, exprimé la volonté de la police à continuer à œuvrer pour donc lutter contre ce phénomène. D'ailleurs, tout à l'heure, vous l'avez évoqué, c'est ce phénomène qui est à la base à la situation que nous décrions, le bébé noir. Finalement, alors, ces bébés noirs, la police va continuer à lutter, mais de quelle manière? Quand on sait bien que c'est souvent... Ces jeunes gens sont toujours arrêtés et puis les lendemains relâchés, notamment par les voix de vous qui travaillez pour les questions de droits de l'homme. Et là, tout à l'heure, on va même parler des dysfonctionnements évoqués par le ministre de l'Intérieur. La police qui n'a pas toujours arrangé sa manière d'interpeller, vous le soulignez tout à l'heure, ces interpellations qui ne répondent toujours pas à la règle. Est-ce que ne craignez-vous pas que si, avec cette affirmation, si rien n'est fait, et on n'arrivera pas à des résultats escomptés? Oui, ça... Mais avant de répondre à cette question, si vous permettez, faire un petit retour. Oui, allez-y. On parlait tout à l'heure de notre domaine, droits humains. Mais je pense qu'un de nos partenaires cette année, au début de cette année, avait fait un grand travail en faveur des éléments de la police pour un atelier pour renforcement des capacités opérationnelles. Mais à l'évidence, on a l'impression qu'on ne considère pas notre travail. Et la preuve, on est arrivé aujourd'hui à ce drame, à une bavure, je ne sais pas comment on peut qualifier cela, un mort d'homme. Je pense que le temps est venu que les uns et les autres prennent en considération le travail que les structures de droits humains font pour l'avancement, pour une véritable installation d'état de droit, je pense. Alors, pour répondre à votre question, bébé noir, on n'est pas bébé noir. On n'est jamais policier, on est né même pas, je sais pas, on est humain, libre, égaux comme... On le sait, et revêtir, comme j'ai dit tout à l'heure, cette étiquette peu honorable, bébé noir, Koulouna, bon, ça, ce sont des conséquences seulement. Ce sont des faits, comme on dit, de société. Il y a certainement un manque, une crise d'éducation ou une certaine démission, soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'État ou des parents. Voilà. Mais il y a... Alors on va se demander qui va, la responsabilité sera qui pour la réparation de la chose. Ouais, c'est ça la question. C'est ça la question. Et tout à l'heure, on disait que la responsabilité, je vous donne la parole, on va donc intéresser Ernest Dimi qui est toujours avec nous en ligne, nous l'espérons. Je parlais tout à l'heure de la poursuite annoncée par le ministre sur la lutte contre ces bébés noirs, mais on sait bien, on connaît les conditions dans lesquelles sont les geôles au niveau donc de postes de police, ces lieux de garde à vue qui ne répondent toujours pas aux normes. C'est vrai, il faut continuer, mais si rien n'est fait pour améliorer, ne craignez-vous pas que dans l'avenir, on arrive toujours à ces genres de situations, Ernest Dimi? Mais la police n'est pas un instrument de répression. La police, la mission principale, c'est sécuriser les populations. Et c'est ce qu'elle devrait s'évertuer. Je crois qu'elle s'évertue à le faire. Mais il faut dire que là, c'est parce qu'il y a drame au niveau de la police qu'on met tout le poids sur la police. Mais qu'est-ce qui se passe dans les autres administrations? Vous êtes fiers de la façon dont les dossiers des gens sont gérés à la CREF, notamment au niveau des retraités. Vous êtes fiers de la façon dont les carrières des gens sont gérées à la fonction publique. Vous êtes fiers de la façon dont
les dossiers d'avancement et autres de réintégration sont gérés au niveau du ministère des Finances. Je crois que personne n'est content de ce qui se passe parce que c'est une pagaille généralisée, c'est une pagaille totale et la réforme ne doit pas seulement se limiter au niveau de la police. C'est une refonte totale du système, partant y compris des gouvernants qu'au niveau des appareils chargés de la mise en œuvre de ces décisions. Je crois qu'il s'agit plutôt d'un comportement qui appartient à une certaine catégorie d'individus qui ont déjà eu à donner leurs preuves, qui n'ont plus en réalité rien n'a proposé de nouveau. Les mêmes mots sont décriés tous les jours, les mêmes mots reviennent, y compris dans la police. Donc je crois qu'au stade où nous sommes, il faut plutôt réformer de manière globale. Il y avait un ministère de la réforme de l'État, je ne sais pas s'il y en a encore, mais qu'a fait ce réforme, qu'a fait ce ministère, où en est-on arrivé, qu'est-ce qui a été réformé, à quel niveau et où allons-nous? Donc au-delà de la police, il faut plutôt réformer tous les systèmes administratifs, tous les systèmes étatiques, parce qu'il y a des administrations qui en réalité devraient exister mais qui n'existent pas. Il y a des administrations qui existent mais qui ne devraient pas normalement exister. Donc je crois la réforme d'abord au niveau des administrations et puis au niveau des personnes qui sont chargées de les mettre en œuvre. Nous on a décrié tous ici les enquêtes de la commission de lutte contre la corruption, la concussion et la fraude. Moi, je disais que je prouvais quand même certaines peurs que ça s'arrête au niveau de ce qu'on a vécu, mais jusqu'à aujourd'hui, apparemment, le président Lamine Guelleh et ses gars n'avancent plus sur un seul dossier. On a l'impression que la commission s'est essoufflée, alors qu'il y a beaucoup de faits dégradants, des faits de vol présumés, des faits, des infractions de criminalité économique qui sont décriées ici et là, y compris par la presse, mais voilà, la commission de lutte contre la corruption apparemment est essoufflée. Donc c'est une refonte qu'il faut faire en profondeur de tous les systèmes de l'État du sommet à la base, au niveau notamment des institutions et de la façon de mettre en œuvre les lois en vigueur. Merci Ernest. Vous vouliez réagir? Allez-y. Oui, bon, pour la police, on ne doit pas empêcher la police de faire son travail. On n'a pas vu dans un État sans la police, on a besoin de la police. Des bandits, ils doivent être arrêtés et présentés devant les instances habilitées. Voilà, donc on ne peut pas interdire la police de faire son travail. Mais elle doit bien faire son travail, comme l'hierarchie la demande de faire. Parce qu'aujourd'hui, on tue l'excuse de Kuluna. Aujourd'hui, on peut tuer un enfant de la rue, bon, il faut maquiller la mort, peut-être par un policier. Mais il y a quand même de loi, même quand quelqu'un est Kuluna, même quand quelqu'un est tué. Donc ça devient une excuse. Voilà pourquoi quand on a déjà tué, quand un policier a déjà tué, il n'a pas été sanctionné, puni par la loi, ça devient un jeu pour lui, ça devient une habitude. Voilà, donc quand on a tué, celui qui tue doit répondre devant la loi. Parce que c'est vrai qu'il y a la présomption d'innocence. On l'a arrêté, c'est vrai. Mais il faut, la police d'intervention arrête. On est d'accord, il faut arrêter les bandits, on ne peut pas les laisser dans la rue. Il faut maintenant les présenter devant à la police judiciaire. La police judiciaire de qualifier le fait et on voit chez le procureur. Alors, Constant, comment lutter contre ce phénomène? On a vu à un moment donné, la police s'était organisée pour lutter, mais ça semble être au-delà des forces. Jamais on a assisté, ces enfants-là qui sont arrêtés, jamais présentés devant le procureur. D'ailleurs, là, on parle des passe-droits qui se font là-dessus. Et de l'autre côté, il y a aussi notre police, toujours pas orthodoxe dans son travail. Selon vous, la responsabilité, comment on peut faire pour éradiquer ce phénomène qui fait tant de mal à la société, le Kuluna, les bébés noirs? Oui, mais Sergio, il ne faut pas se le cacher. Nous vivons dans une société actuellement de plus en plus violente. Le phénomène de bébé noir, c'est une importation qui est venu de l'autre côté du phénomène des Kuluna, qui a traversé, et puis aujourd'hui, c'est devenu comme une gangrène presque, la société. Mais souvenez-vous, je vous disais tout à l'heure que il y a eu dans ce pays, quand l'exemple il est bon, on le prend. Parfois, à un moment donné, on est en droit de regarder le miroir pour voir ce qui a été bon dans le passé et pourquoi ne pas renouveler l'expérience? Il a existé dans ce pays des centres
d'éducation juvénile. Je veux dire, mais moi j'ai des enfants. C'est pas que je veux. Mon enfant ne l'est pas. Mais c'est aussi ma façon, moi, de comment j'éduque mes enfants. Comment je prends mes enfants à la maison. Pourquoi il n'est pas dans la rue? Pourquoi ils ne sont pas dans la rue? Pourquoi seulement les autres? Tiens, je suis d'une génération, je me suis éduqué dans la rue et par la rue. Et quand je parle de la rue, ce n'est pas cette rue destructive. Pas celle-là. C'est-à-dire, il y a eu une époque, tu sortais, tu faisais une bêtise dans la rue, tu insultais un aîné, on te tapait. Pour utiliser un terme vulgaire, on te tapait, tu venais à la maison pensant que les parents seront de ton côté, les parents te tapent encore parce qu'ils comprennent que tu as manqué du respect à un aîné et tu comprends tout de suite que non, j'avais mal agi. Et cela n'existe plus. Aujourd'hui, vous tentez d'éduquer un enfant de la rue, mais même ses parents ne sont pas au courant, c'est sa bande qui va intervenir. Voyez-vous, on est dans une société, on vit maintenant dans une société complètement déphasée, mais l'État doit reprendre ses droits sur cette question. L'État a une lourde responsabilité. Nous, parents, nous avons une grande responsabilité sur l'éducation de nos enfants. Parce qu'il ne faut pas que l'éducation commence d'abord à la maison. Dès qu'on franchit le seuil de la maison ou de la parcelle, on est dans la société. La société aussi a un regard sur nous et l'État. Merci beaucoup, monsieur. On me fait signe que le temps passe assez vite. Nous avons eu assez de temps sur cette question qui est quand même une question qui interpelle plus d'un Congolais. Nous espérons la commission d'enquête ouverte, donc annoncée par le ministre Zéphirin Mboulou, va vraiment vite travailler pour produire le résultat qu'il faut et que les décisions tomberont pour que ces genres de drames ne puissent plus arriver. Merci à vous. 30 secondes, allez-y. Oui, c'est... Vous voyez, ce que nous avons constaté sur cette question, sur les réseaux sociaux, je vous assure, on a lu tout et n'importe quoi. Que ce serait un sacrifice, que ce serait... Voilà, on a tout écouté. Vous savez, la nature a horreur du vide. Du vide. En l'absence de l'information, mais la rumeur prend la place. Et ça laisse entendre, ça laisse lire tout ce que nous lisons, continuons à lire sur les réseaux sociaux. Ce que je trouve totalement infondé. Il y a certains qui ont politisé l'affaire, disant que c'était des enfants de opposants, voilà. Alors que c'est pas la vérité. Voilà, c'est ça. Je voudrais juste souligner pour dire que les réseaux sociaux, c'est vrai, c'est bien, mais c'est pas toujours la bonne information. C'est la bonne information. Merci beaucoup. Donc, alors nous aussi, on va joindre donc notre voix à celle du gouvernement pour présenter nos condoléances donc aux familles éplorées. Et tout au début de cette émission, Monsieur Constant Otto l'a fait. Donc, nos condoléances aux familles touchées par ces drames. On va terminer la première partie. On va se retrouver tout de suite pour la deuxième partie de cette émission et on parlera de passeport. Et c'est tout de suite. De retour sur ce plateau, on va parler des passeports et de cartes nationales d'identité. Vous le savez, il y a quelques jours, ces documents ne sont pas officiellement donc produits suite à une panne qui s'était produite au niveau donc de serveur central. Là, nous sommes donc à la préfecture de Brazzaville. Alors, ce passeport, on va en parler parce que tout le monde on sait bien combien c'est important avoir ces documents, la carte d'identité, mais ça semble être quelque chose de récurrent dans le pays où, à un moment donné, dans une période, on a du mal à avoir ces documents alors qu'on sait bien que l'État avait un partenaire allemand qui assurait de produire 4000 passeports, par exemple, par jour. Pour vous, certainement, vous êtes informé de la situation. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela, Constant? Oui, merci Sergio, une fois de plus. Non, cette question, j'ai personnellement essayé de contacter les responsables de ces services en ce qui concerne la rareté et les difficultés d'obtention de ce document très important dans le cadre de nos voyages, des déplacements par-ci, par-là. Oui, il y a un problème, un réel problème. Mais revenons encore à ce que nous disons tout à l'heure.
Vous savez, l'information est très capitale. Il faut communiquer. Il faut communiquer. C'est lorsque la communication est bouffée, entre guillemets, et débridée, que ça laisse les populations dans un désarroi total. On ne sait plus réellement qu'est-ce qui se passe, on ne comprend pas réellement ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que au sortir de nos rencontres, c'est qu'il ne se passe pas un problème de carnet, mais plutôt c'est la machine qui est en panne. Et le serveur. Et ça devient récurrent. On a l'impression que nos amis, nos partenaires allemands, c'est pas vrai, mais je peux me permettre à penser que parce que nous n'avons pas la maîtrise de cet outil. Vous savez, il y a eu un débat sur les téléphones portables qu'on a dit l'obsolescence programmée. C'est-à-dire qu'on fait une programmation pour épuiser par exemple la batterie de certains téléphones pour vous pousser effectivement à en acheter d'autres. En plus, qu'est-ce qui fait que tout le temps ces Allemands soient rappelés pour venir réparer ce matériel alors que nous pouvons, dans le cadre d'un partenariat, envoyer nos compatriotes apprendre ou pour la formation, pour la réparation de ce matériel. On va parler de cette question, mais laissez-moi quand même vous rappeler que selon le décret numéro 2013-226 du 7 juin 2013, il est donc indiqué que si vous faites une demande de passeport, il vous faut 15 jours avant que ce document vous soit délivré. Aujourd'hui, il y a des personnes que nous avons pu contacter 2 mois qui n'ont toujours pas ces documents, et vous avez relevé un fait qui est un fait avéré, des pannes récurrentes au niveau donc du serveur de cette machine. Et là, ça nous pose maintenant la question de ce partenariat entre le gouvernement et cette société allemande qui est comme le bras technique du gouvernement pour la fabrication sécurisée de ces documents. Et il s'agit là de ce qu'on appelle du fichier unique national d'identité d'un pays. Comment on peut se permettre de laisser ce serveur donc, qui contient le fichier unique, je dis bien, national d'identité de tous les Congolais, du président de la République au dernier Congolais qui se voit octroyer donc ces documents, être, comme je dis, aux mains de cette société étrangère. Est-ce qu'il n'y a pas de risque? Est-ce qu'on peut se dire, quand le marché a été donné par le grand travaux à cette société, ils n'ont pas pensé à une sorte de clause qu'après une certaine année, que les Congolais soient formés pour qu'eux-mêmes prennent en main ces serveurs? Vous l'avez dit, hein, c'est un transfert de compétences. Alors on se pose des questions. Question de volonté. Peut-être, je ne sais pas, dans le fond, hein, je ne suis pas expert dans la matière, mais je pense que le partenariat, si on respectait vraiment les clauses, alors les Allemands pouvaient venir pour transférer les compétences, et que, bon, comme le serveur garde un peu tout le secret du pays, pour que ça soit ailleurs, ça pouvait être ici. Et les gens qui ont reçu une certaine formation requise pour continuer le travail, ça va diminuer moins de choses, moins de problèmes. Alors, si ça ne se fait pas, bon, je ne sais pas, quel problème ça se fait tout autour? On se pose la question. Alors, vous travaillez pour le droit de l'homme. Là, tout à l'heure, j'ai évoqué la loi, mais on voit bien que les drames que cela cause, d'ailleurs, pour des personnes qui ont besoin d'évacuation sanitaire, il y a aussi des missions des services qui sont bloqués, des étudiants notamment qui sont bloqués rien qu'à cause de cette situation. Et pour vous, vous pensez qu'il y a bien un problème? Est-ce qu'il n'y a pas des actions? L'État ne se voit pas lui-même empêcher quand même le bon fonctionnement du pays par cette question? Je pense que j'ai tout ce que je peux dire, que le gouvernement doit prendre ses responsabilités. C'est tout. Oui, le gouvernement va prendre ses responsabilités, c'est aussi... Oui, mais bon, la responsabilité, c'est... Bon, nous ne connaissons pas encore le contenu du cahier de charges. Quand on a signé ce partenariat avec les Allemands, nous ne connaissons pas les termes de ce partenariat. S'il y avait transfert de compétences, mais on pense que ça devrait se faire, parce que ce qui étonne un peu, c'est que c'est pas la première fois
ça devient récurrent. C'est récurrent, c'est-à-dire qu'ils viennent, ils repartent, ils repartent, ça tombe en panne, ils reviennent, dépannent et repartent. Donc ça devient comme une routine. Il y a de quoi se poser des questions, mais pourquoi cet état de choses? Alors, les questions que nous avons posées un peu partout, mais il y a aussi ceux qui pensent, sans bien sûr le confirmer, que l'État aurait qui ne donnerait pas de droit qu'il faut à cette société, d'où ce que nous déplorons tout à l'heure. Mais comment comprendre que ces gens-là ne soient pas payés leur service alors que actuellement le passeport est payant et ces frais-là couvrent tout le taxe qu'il faut et notamment le frais qui revient à cette société. Oui, mais c'est pas aussi facile comme vous pouvez le penser, Serge. C'est vrai que le passeport devient payant. On a repris le paiement du passeport. C'est pas aussi facile à penser que l'argent qui est reçu par la vente des passeports doit automatiquement permettre les réparations automatiques de ces machines. Donc c'est pas aussi facile que cela. Je rappelle que nous sommes en phase financière, économique difficile. Ce qu'il faudra peut-être faire à cet instant, c'est d'appeler le gouvernement à immédiatement, dans l'urgence, pallier à cette question, parce que ça pénalise beaucoup de compatriotes, ceux qui sont venus de l'étranger pour venir. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des pays où on est obligé de revenir au pays. On peut quitter les États-Unis, le passeport s'expire. Revenir au pays pour faire... Je prends un exemple, mais enfin, ça se passe comme ça. Aujourd'hui, ce qu'il faudra peut-être aussi souhaiter à l'avenir, c'est que le passeport est comment dire, est un document qui est tellement voilà, on a mystifié le passeport, alors que c'est un document de voyage, un simple document de voyage qui peut vous permettre de passer, d'aller d'un tel pays à un autre. Ce qu'on souhaiterait à l'avenir, est-ce que le gouvernement ne peut pas penser de faire de telle sorte que dans chaque préfecture de la République, que le service de l'immigration travaille à l'élaboration, à la base de... Et aujourd'hui, il faut se rappeler qu'il y a 4 centres qui travaillent pour toute la République. Donc nous avons le central qui est au niveau de la préfecture. Mais la fabrication, c'est toujours à Brazzaville. C'est-à-dire que c'est des fichiers, ils enregistrent et envoient les clés à Brazzaville. Est-ce qu'on ne peut pas faire de telle sorte que... C'est ça aussi, vous savez, le patriotisme, nous devrions quand même avoir cette fibre, aider je disais tout à l'heure que je ne connais aucun gouvernement qui ne fasse des actions qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt de la population, facilitant. Parfois, il faut quitter un fonds pour venir à Brazzaville faire un passeport, parce que si on le fait sur place, le temps que le fichier arrive, repartir, ça prend énormément de temps. Est-ce qu'on ne peut pas? Alors, toujours dans ce même sens-là, alors les passeports avant, congolais, vous savez d'ailleurs, dans d'autres passeports, il y a cette histoire de prorogation, mais le passeport CEMAC, ici au Congo, n'a que 5 ans de validité et non, on ne peut pas le prolonger. Donc du coup, ça pose un problème pour des étudiants, par exemple, qui vont étudier pour 7 ans, et il n'a qu'un passeport de 5 années sans possibilité de proroger. Donc ça pose aussi un problème. Est-ce que cela n'entre pas aussi dans ce qu'on appelle les passe-droits dans le pays? Pourquoi avoir pris cette mesure alors qu'ailleurs, il y a des passeports qui ont 10 ans de validité, 5 ans de validité, et voilà les problèmes qui passent là. Est-ce qu'il n'y a pas des passe-droits qui est passé par là avec cette société? C'est comme a dit monsieur tout à l'heure, on a mystifié, hein, c'est juste un petit document, mais voilà. 5 ans, vous dites, pas 10 ans. Mais pourquoi? On peut se poser la question. On pouvait, par exemple, dans l'élaboration de la charte sur le passeport CEMAC, on pouvait prendre une clause, puisque c'est un passeport qu'on ne peut pas proroger, mais à ce moment-là, on peut allonger la durée de validité du passeport, passer de 5 à 10 ans,
Par exemple, parce qu'on sait qu'on peut pas, on va pas le, c'est pas, on peut pas le proroger. Pourquoi pas, par exemple. Mais là, c'est pénalisant. Merci beaucoup, monsieur. On me fait signe qu'on a passé de temps. On a juste donc passé ce sujet, mais on vous promet de pouvoir revenir là-dessus pour continuer donc le débat. Mais nous espérons que les autorités sont conscientes de la situation et ils travaillent dans le sens de pouvoir permettre à ce que les Congolais puissent avoir donc droit à ce document très important. Merci à vous donc d'être passé dans cette émission. Merci donc à Paged, donc je rappelle vous êtes membre, donc vous êtes passé ici pour commenter cette question du commissariat de Chakona. Merci à monsieur Constant Otto, il est donc acteur politique. Ernest Dimi depuis Oyo, donc il était avec nous en ligne. Je vous dis merci à vous également, très chers téléspectateurs, pour votre fidélité à cette émission, votre magazine Presse Tribune. On se donne rendez-vous les dimanches prochains avec d'autres débats et bien sur des questions qui touchent à la marche de notre société. D'ici là, portez-vous bien.